Donc, comme nous vous l'avons proposé, on va vous donner un petit laps de temps pour vous permettre de poser des questions aux deux intervenants qui viennent de s'exprimer. C'est très bref, hein, je vais être très bref. Je voudrais savoir, est-ce que les gens ont conscience de l'environnement politique de ce problème? Je ne voudrais pas le dramatiser, mais il faut savoir que depuis peu de temps, la région, l'euro-région Aquitaine-Euskadi vient d'être créée, instituée, avec son siège à Hendaye. C'est une bonne chose en ce qui me concerne. Elle correspond à tout un contexte historique et géographique et culturel qui fait que ces populations doivent travailler et vivre ensemble. Mais il y a un risque derrière ce projet. Il y a, du côté Pays Basque, espagnol, des groupes de pression très puissants, des banques et des industriels qui n'ont que des tuyaux dans la tête et qui ne s'arrêtent pas, qui veulent industrialiser la région. Et du côté Aquitaine français, il y a aussi une ambition compréhensible, mais qui veut faire de cette euro-région une région très puissante à l'échelle européenne. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir que déjà, certains projets, dont celui-ci, sont avancés et connectés pourraient créer justement une zone à risque écologique. Et puis, ce qui me motive le plus, enlaidirait le pays. Le pays est très beau et je ne supporte pas la laideur. C'est comme ça. Alors, je m'étonne que jusqu'à présent, on n'ait pas tellement connecté tous ces problèmes. Alors, je les résume. Bilbao est une zone extrêmement industrielle, tout le monde le sait. Il y a Sestao qui est une chose, alors que Souston, c'est autre chose. Hein. Bon, d'accord. Hein. Et puis, il y a surtout le projet du port de Pasajes. Je ne sais pas si les gens en sont conscients ici. Mais la zone du Jaizkibel, qui est juste après Hendaye, entre Hendaye et Saint-Sébastien, est une zone très protégée. Or, l'ambition du gouvernement d'Euskadi, c'est de créer à l'avant du Jaizkibel un port industriel de 160 hectares, entièrement en béton, conquis sur la mer. Alors, si vous voyez les photos du projet, c'est une abomination. Ça coupe le paysage. Voilà. Un port méthanier, je crois. Ce sera un port méthanier. Méthanier, voilà. Il y a d'autres projets. Pour une fois, et grâce à la question de cet habitant de Souston, nous sommes en avance sur notre horaire. C'est-à-dire que nous avons abordé la 4e partie de la journée, qui sera la gouvernance du territoire. Je vous en remercie. Pour l'instant, on va se cantonner aux risques techniques, mais on est bien conscient que le projet Euskadour est un tout et qui vient compléter harmonieusement les idées d'EDF d'établir un stock de gaz pouvant desservir l'Espagne. Bonjour à tous, je me présente Christian Laroudet, je suis administrateur de l'association Messange Environnement et dans le cadre de cette association, je me suis déplacé au mois de janvier à Manosque et Martigues pour voir les installations. Donc je suis là à titre personnel bien sûr, et la question que je voulais poser aux géologues, c'est compte tenu des cavités salines de Manosque, est-ce qu'au niveau risque géologique et autres, il y a des éléments que l'on peut exploiter par rapport au projet de Mainbaste, des cavités salines de Mainbaste? Est-ce que les cavités salines de Mainbaste, qui doivent servir de base pour le projet de stockage, a des risques clairement précis par rapport à ce qui est autorisé dans une zone protégée qui est le parc régional de Manosque, et où là, les forages continuent pour stocker du gaz. Voilà. Donc ma question, est-ce qu'on peut se servir sur le plan géologique, scientifique, de ce que vous avez présenté comme risque de ces cavités pour s'en servir pour la suite de notre combat? Voilà. Merci. Bon, Manosque et Pouillon, c'est pas du tout le même contexte géologique. Donc moi, je peux vous parler, simplement vous rappeler les risques qui sont inhérents au diapère de Pouillon. Donc il y a des risques, si vous voulez, d'instabilité géologique profonde. Les diapires sont entourés de failles qui ont été actives jusqu'à très récemment, puisqu'on a une néotectonique qui a été mise en évidence, y compris
Sognac, là, sur les bords du Diapir. Donc il y a un peu de tectonique. Bon, on a aussi de la tectonique comme à Arrête, des tremblements de terre, donc ça peut arriver. Alors on a des zones qui sont fortement structurées, qui sont très déformées, et l'un des problèmes, c'est l'hétérogénéité. Bon, ça, lithologique, ça, elle est indéniable. Hein. On ne peut pas faire des millions de mètres cubes de cavités, ou alors il faut enlever énormément d'argile et d'insolubles. Et puis on a le fait qu'avec un forage, qui est un trou d'épingle, hein, le forage a un petit diamètre, le EDF bon, il a fait des études de géophysique ou autre, il en fait faire, mais on a un forage actuellement. Donc on a une petite vision à un endroit donné. Le Diapir de Pouillon fait plusieurs kilomètres de diamètre, plus de 10 kilomètres. Donc il faut vraiment avoir d'autres données, d'autres forages pour savoir comment en profondeur se comporte l'étendue réelle du Diapir et les limites du Diapir qui seront faillées. Donc il faut absolument que les cavités soient dans la partie centrale du Diapir, où il faudrait qu'elle soit dans la partie centrale du Diapir, de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de fuite latérale au niveau de failles, parce que le gaz, il est léger, il va remonter. Hein. Et donc, on a des précautions énormes à prendre pour concevoir un couvercle qui soit complètement étanche. Et Christian Armand a dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement des risques au niveau des compressions hydrauliques et des discontinuités hydrauliques entre les différentes couches et les discontinuités. Donc, ça peut remonter. Alors, il faut vraiment, bon, d'abord le mettre à grande profondeur, mais je pense que EDF avait prévu au départ 1500 mètres, bon après j'ai lu 1000 mètres, mais bon, 1000 mètres c'est déjà pas mal, mais surtout bien caractériser la géologie profonde du Diapir, de manière à être sûr que les 12 cavités, ça fait quand même beaucoup, seront dans des zones uniquement incluses et entièrement incluses dans le Diapir. Donc oui, il y a des risques. Bon, voilà quelques risques qu'on peut trouver. En surface, dans les diapirs, notamment en Aquitaine, dans les Landes, recouvrent les autres terrains, puisque les argiles ont flué un petit peu, sont extravasées, et les sels pareil. Hein. Voilà. Et puis, il y a quand même, à Saint-Pandelon et à Pouillon, il y a quand même des roches magmatiques qui sont exploitées en surface et qu'on retrouve évidemment en profondeur. Donc ça, c'est de l'insoluble pur et dur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire comme dans des argiles, les rendre avec des eaux très turbides qu'on enverra en mer, c'est pas possible, c'est des roches lourdes, hein. C'est du magma lourd, hein, qui correspond donc à l'ouverture de la Pangée, hein, pour ceux qui connaissent. Donc à cette époque-là, il y avait un continent unique et la Pangée qui a commencé à se fracturer, et le moteur d'écartement des plaques entre la plaque européenne et la plaque ibérique, c'est le magma, et le magma, c'est l'ophyte, par exemple, de là. Hein. Donc oui, il y a des risques géologiques, mais il faut vraiment des études beaucoup plus poussées, beaucoup plus complètes, et de voir la fiabilité de ça. Bon, 12 cavités pour 600 millions de mètres cubes, ça fait beaucoup. Hein, et on n'est pas sûr que, en profondeur, ce Diapir puisse se prêter à de tels volumes. Alors, à Manosque, bon, je ne suis pas allé voir comme vous le site, mais je pense que c'est pas la même chose. Et bon, il y a un parc régional ou national à Manosque. Bon, là, il y en a pas. Hein. Là, on est dans une zone qui actuellement n'est pas protégée, quoi. C'est une zone de tout venant. Hein. Par contre, on en parlera tout à l'heure, les saumoducs vont traverser tout un tas de zones naturelles. Donc, je pense qu'il y a énormément quand même d'insolubles. Bon, si on met beaucoup d'argile, ça va rejeter en mer des millions de mètres cubes d'argile bariolée, bon, en plus des saumures très fortes, mais ici, là, qu'est-ce qu'on voit en surface dans tout le Diapir de Pouillon? On voit du gypse exploité à Pouillon, insoluble. On voit des roches magmatiques exploitées à Saint-Pandelon, insolubles. Et partout en dessous du sol, on voit des argiles bariolées. Et puis de temps en temps, il y a un peu de sel au niveau d'une source saline ou de deux sources salines. Et puis, bon, il y a les salines de Dax qui déjà exploitent de manière dissoute du sel en profondeur. Mais le sel n'est pas du tout homogène. Vous voyez, le sel qui est remonté sur 4 km, bon, c'est maintenant des lambeaux de sel qui sont mélangés avec tout un tas de choses. Les couches ne sont plus du tout horizontales ou même superposées d'une manière normale. Hein. Donc il y a des risques. Bon, maintenant, il veut dire quelque chose. Oui, pour revenir sur la question, effectivement, à Manosque, on se trouve avec deux types de cavités. Les plus anciennes, exploitées maintenant depuis une cinquantaine d'années ou pas loin, sont des cavités dites minées, c'est-à-dire qu'on est descendu avec des engins de mine pour faire des galeries, des poches, et donc l'homme est descendu physiquement, et les zones qui pouvaient présenter des hétérogénéités, on sait les bétonner, on sait les consolider. Ce n'est que depuis 7 ou 8 ans
que sur Manosque, on commençait le forage de cavités salines avec la dissolution, la dissolution comme il est pensé ici. Donc on a très très peu d'antériorité. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème à Manosque. Et l'avantage de Manosque, c'est que justement, l'ensemble des travaux en cavité minée avait permis d'avoir une bonne connaissance d'une assez grande homogénéité des formations salines. Apparemment beaucoup plus homogènes que celles qui ont été traversées par le premier forage. Vous avez le log, enfin le log, c'est-à-dire la coupe du forage qui est donnée, mais elle est donnée horizontalement. Vous avez vu dans les photos de Bruno Cahuzac que c'est complètement perturbé. Donc on ne sait jamais trop les épaisseurs réelles. Et il semble que ce soit relativement très homogène, très hétérogène et beaucoup moins homogène qu'à Manosque. Oui, merci. Bonjour à tous. J'ai une question brève qui, je pense, appellera une réponse brève. Moi, j'habite Soignac-et-Cambrai et je travaille sur Dax. On sait que l'économie de Dax et les alentours est essentiellement tournée vers le thermalisme. Est-ce que vous pouvez nous infirmer ou nous confirmer ce que dit l'EDF, qu'il n'y a aucun danger d'infiltration de gaz ou de saumure dans les eaux thermales? Bon, moi je dis qu'il n'y en a pas, puisque le diapir de Pouillon, et comme tous les diapirs, ils sont très isolés par des failles, et donc il n'y a pas de connexion entre les nappes phréatiques exploitées pour le thermalisme, qui sont beaucoup plus récentes, et le diapir de Pouillon. Donc dans l'état actuel des choses, on peut penser qu'il n'y a aucune interaction possible ou probable. Bon, maintenant le risque zéro n'existe pas, mais bon, on a à Dax par exemple l'eau chaude qui remonte au niveau du flanc du diapir, au niveau d'une grande faille profonde, donc le long d'une lame de dolomie qui est un calcaire très dur, un calcaire dolomitique, et donc ça arrive de grande profondeur, mais c'est indépendant du diapir de Pouillon. Vous voyez, ils sont tous les deux séparés. Et donc plus on va en profondeur, plus on a de l'eau chaude. Bon, là, les eaux thermales de Dax, de Saint-Paul et Dax, apparemment et à première vue, dans l'état actuel des connaissances, sont totalement enfin ne sont absolument pas en interaction avec tu veux dire? Non, je confirme ce que dit Bruno, et il faut quand même faire un peu acte que les gens de Géostock qui ont travaillé pour EDF ont aussi fait leur travail. Il ne semble pas qu'il y ait de connexion et qu'il y ait de problèmes hydrogéologiques. Maintenant, je ne suis pas dans le diapir moi-même. Très bien. Donc, Je vais remercier les intervenants, tout en signalant qu'il y avait quand même eu un accident aux États-Unis qui a causé la sortie de petites torchères à 13 km d'un lieu de stockage de gaz. Pour cela, vous consulterez la base de données ARIA. Je crois que les références sont citées sur nos panneaux.